Le calvaire des travailleurs des centres d'éducation de base non formels, toute une année sans salaire. Ils ont manifesté ce vendredi pour dénoncer cette situation. Le gouvernement les invite au dialogue. Le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, sort ses griffes à l'heure du bilan des 2 ans du président Roch Marc Christian Kaboré. Face à la presse ce vendredi, le parti au pouvoir persiste ses signes. Il parle de manipulation de syndicats et promet désormais qu'il répondra au coup de coude. Et c'est parti pour l'opération de distribution de lampes LED. 1 500 000 lampes vont être distribuées. C'est la politique d'efficacité énergétique du gouvernement burkinabé qui est en marche. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Les vœux des corps constitués au président du Faso, comme vous le voyez sur ces images, la cérémonie vient de s'achever. La sécurité est au cœur des vœux. Tous souhaitent une année 2018 plus sécurisée au Burkina Faso pour que prospèrent les affaires. Le président du Faso dit avoir pris bonne note, mais interpelle les acteurs sociaux à plus de responsabilités sur les mouvements de grève. Roch Marc Christian Kaboré prévient le gouvernement ne cédera pas aux revendications des travailleurs en 2018. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toute une année sans percevoir de salaire, la tête n'est donc pas à la fête pour les travailleurs des centres d'éducation de base non formelle. C'est plutôt le ras-le-bol et ils l'ont exprimé ce vendredi. Ils veulent le salaire. Le gouvernement les invite à la table du dialogue avec déjà une échéance pour le paiement. Raïssa Natacha Ouedraogo, précision. Vendredi 29 décembre 2017, il est 7 heures au centre d'éducation ouvrière. Les travailleurs des centres d'éducation de base non formels sont déjà réunis. Ils sont en grève. Cela fait 12 mois que ces formateurs n'ont toujours pas reçu de salaire. Une année de travail sans rémunération. La colère est à son paroxysme. Nous sommes des formateurs de CBNF dans les métiers, dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. Mais ça fait 12 mois que nous travaillons sans salaire. Et nous avons estimé que c'est trop. On nous a fait des propositions, ont été faites. Des négociations, des dialogues ont été faits. Mais aucune parole n'a été respectée par les autorités ministérielles aujourd'hui. Nous avons commencé depuis le mois de janvier, le mois d'avril. Des négociations ont été entamées avec les autorités ministérielles. Des engagements ont été pris. Mais à chaque fois, nous revenons, c'est-à-dire que c'est le préparé le commencement. Parce que nous sommes des techniciens, je le répète, parce que nous sommes des techniciens, on sait se débrouiller des 10 doigts. Sinon, un fonctionnaire sans salaire pendant 12 mois, je ne pense pas que le Burkina sera vivable. Leur volonté de manifester sur le ministère de tutelle n'aura pas eu lieu. Ils ont été invités à la table du dialogue par les premiers responsables de l'éducation. À l'issue de la rencontre, le mois de janvier est choisi pour régler les 12 mois de salaire impayés. Le problème qui débloquait les décaissements, c'était le passage de la loi 013 à la loi 081. Vous convenez avec moi qu'avec la loi 013, il y avait le recrutement des contractuels de l'État. La loi 81 ne permet plus le recrutement des contractuels dans l'État, ce qui nous a fait comprendre. Pour dépenser un copec public, de l'argent public, il faut que ça suive les textes et règlements en vigueur. Raison pour laquelle toutes les propositions faites, ce que nous a fait comprendre, toutes les propositions faites par le MENA, rentrant dans le cadre de recrutement des contractuels, a été purement et simplement rejetée. Donc que ça ne rentre pas dans le cadre légal de la dépense publique. Voilà pourquoi ça coinçait. Maintenant, le décret qu'ils ont entrepris, c'est un décret qui sera consensuel, permettant de payer les salaires des arriérés, des salaires qu'ils doivent aux formateurs. Et ainsi pérenniser ces salaires-là pour que les CBNF continuent de fonctionner. En attendant l'effectivité de ces engagements, les travailleurs disent suivre de près les dossiers. Et si d'ici le 15 janvier rien n'est fait, ils vont encore se faire entendre. Le bilan du président Roch Marc Christian Kaboré, quand le présimètre lui attribue la note de 4,79 sur 10,
donc au-dessous de la moyenne. Son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, s'offusque et parle plutôt de bilan satisfaisant. Son président par intérim, Simon Compaoré, et ses camarades accusent plutôt les syndicats et promettent désormais de répondre au coup de coude. Alix Carole Kaboré. Ce 29 décembre 2017 marque les 2 ans jour pour jour du pouvoir de Rochma Christian Kabouri. Et pour le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, ce parti qu'il a porté au pouvoir, le bilan de son champion est satisfaisant. Il aurait d'ailleurs pu être meilleur selon le MPP si les revendications syndicales, marquées par des grèves incessantes, n'avaient pas atteint des records rarement égalés dans l'histoire du Burkina Faso. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu tous les pouvoirs qui sont passés jusque-là, de Maurice Yamouro à maintenant, au pouvoir déchu. On n'a jamais vu une telle avalanche de revendications, ordre salarial, indemnitaire, qui ont amené aujourd'hui à crever le plafond. Plus de 170 000 fonctionnaires, mais qui aujourd'hui absorbent un demi-millier de milliards. Comment comprendre que ce soit donc au moment où les rémunérations progressent qu'il y a le plus de mouvements? Aucune personne censée au Burkina ne peut répondre à cette question. Il n'y a pas de logique. Cela veut dire que quelque part, il y a de la surenchère. Rappelez-vous que dès que nous sommes arrivés au pouvoir, du milieu syndical, quelqu'un a dit « il n'y aura pas de trêve sociale ici ». Cela veut dire quoi? Ça répond certainement à des mots d'ordre quelque part. Donc, il y a des gens qui élaborent des schémas, des stratagèmes dans les officines secrètes quelque part, qui essaient de prendre en otage le mouvement syndical, qui trouvent le moyen de faire dire au mouvement syndical ce qu'eux ils disent dans ces officines. C'est ça aussi une partie de la réalité. Je dis bien une partie de la réalité, parce que tous les syndicats ne sont pas concernés par ce phénomène. Et le président par intérim du MPP, Simon Compaoré, sonne la mobilisation du parti tout en précisant que désormais, les choses seront faites avec beaucoup plus d'énergie. Le peuple nous a fait confiance et c'est le moment de faire en sorte que le rendez-vous de 2020 ne soit pas un rendez-vous manqué. À partir de maintenant, si on nous donne des coups de coude, bon, on va en donner aussi, mais on va continuer directement dans l'action principale là, qui est de réaliser. Pour ce qui est du bilan purement, le Mouvement du Peuple pour le Progrès souligne que les choses ont bougé, contrairement à ceux qui parlent d'immobilisme. Quelques réalisations sont égrenées, parfois avec des chiffres. On parle de la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans qui auraient couvert 6 millions de patients et coûté 27 milliards de francs CFA par année. Sur le plan agricole, il est question de l'acquisition de céréales pour la reconstitution de stock national de sécurité alimentaire à hauteur de 50 000 tonnes. Énergie, sécurité, bonne gouvernance, construction d'infrastructures, création d'emplois, dans tous ces secteurs, le MPP note des progrès que l'État entend poursuivre avec comme boussole le Plan national de développement économique et social, PNDS. En matière d'eau potable et d'assainissement, c'est un bilan globalement satisfaisant que dresse le ministre Niouga Ambroise Ouédraogo. C'était à l'occasion du conseil d'administration du secteur ministériel. Ce département a de grandes ambitions pour l'année 2018. Alix Carole Kaboré. Face à ses collaborateurs ce 28 décembre, le ministre en charge de l'eau Niouga Ambroise Ouédraogo fait le bilan des activités de son département durant les 12 derniers mois. À cette deuxième session du KCM, le conseil d'administration du secteur ministériel, le ministre Ouédraogo juge le bilan satisfaisant dans un contexte marqué par des attaques terroristes à répétition. Bon, globalement, on peut dire qu'en matière d'eau potable, on est aujourd'hui à 1036 forages neufs exécutés. Bon, ce qui est en deçà de nos prévisions, parce qu'en début d'année, nous avions prévu de réaliser 2020. Mais nous pensons que normalement, d'ici donc le 31 décembre, si on ne les atteint pas, on va fortement les approcher dans la mesure où
en plus des nouvelles réalisations, il y a des réhabilitations, il y a des reconstructions. En matière de barrages, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons réceptionné 3 barrages, il y a 6 en exécution, et plus des réhabilitations qui sont pratiquement à près de 80% d'exécution, une dizaine, et nous pensons qu'ils seront aussi terminés dans les premiers mois de l'année 2018. Ce bilan a été entaché aussi par des difficultés au niveau national pour lesquelles nous n'échappons pas. Mais nous restons optimistes parce que on est avec une équipe qui est jeune, qui est ambitieuse et donc qui se met sur le terrain, qui reste sur le terrain. Le CACEM est un cadre qui offre aux acteurs des ministères de fédérer leurs initiatives en vue de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs. Et le ministre de l'Eau a saisi cette tribune pour dévoiler les perspectives 2019-2020 de son département. Bon, pour ce qui est des perspectives, là c'est pareil, le CACEM va regarder et puis convenir effectivement du programme 2018 et de la vision 2019-2020. Et là, nous sommes encore plus optimistes pour 2 raisons. Non seulement de plus en plus les services déconcentrés vont se mettre en place parce que nous sommes en train de mettre en place les directions provinciales. Ça va vraiment aider beaucoup à la réalisation donc, de ces ouvrages. Deuxièmement, nous avons quand même des soutiens financiers importants. Aujourd'hui, nous sommes dans l'élaboration d'un vaste programme avec la Banque mondiale et nous sommes très optimistes que vers la mi-2018, ce programme va se mettre en place et va permettre vraiment au secteur de l'eau de faire un bond qualitatif important. Au cours de la 2e session du CACEM du ministère en charge de l'eau, le ministre Nyugo Ambroise Ouedraogo et ses collaborateurs, outre le bilan d'activité 2017, la programmation physique et financière 2018 va être examinée. Il sera aussi l'occasion d'apporter des réajustements sur les réformes stratégiques et les investissements structurants du Plan national de développement économique et social, PNDS. La preuve que le Burkina Faso est en marche selon le maire de la ville de Ouagadougou, ce sont ces infrastructures en chantier qui vont donner un autre visage à la capitale burkinabé. 4 ont été visités ce vendredi par le maire Arma Bewende. Abdelaziz Saré, Natacha Ouedraogo. Ouagadougou, ville en mouvement. 4 principaux chantiers de la ville de Ouagadougou ont fait l'objet de visites ce 29 décembre par le maire de la commune pour constater l'état d'avancement des travaux. Le premier chantier visité, c'est le canal du Mogonaba avec un taux d'exécution de 60%. Ce chantier va permettre d'évacuer les eaux des zones inondables une fois terminé. Cette zone, il y a de cela quelques temps, fait partie des zones inondables de la ville de Ouagadougou. Que de familles ont connu des détresses dans cette zone et tout le quartier où ce bassin et où ce canal rayonne. Nous avons intervenu plusieurs fois pendant la saison de pluie pour venir à secours à des familles en détresse. Le deuxième chantier visité est la voirie du secteur 16. Cette voie est à la base de nombreux accidents. Sa réhabilitation soulage les riverains. Maintenant, nous sommes contents. Avant, l'eau emportait les gens, mais maintenant, nous sommes soulagés. Les 2 derniers chantiers visités, eux, vont permettre à la ville de Ouagadougou d'être plus propre. Il s'agit du centre de traitement et de valorisation des déchets qui est à un taux d'exécution de 98% et du centre de collecte et de tri qui est à un taux de réalisation de 60%. On peut considérer que notre ville va être beaucoup plus salubre. Je dis oui. Je dis oui parce que nous avons beaucoup plus d'espace pour traiter les ordures de la ville de Ouagadougou. Mais cela seul ne suffit pas. Il faut la participation de tous les citoyens. Parce que la salubrité de la ville commence d'abord dans notre concession et devant nos portes. Si dans notre concession et devant nos portes, nous rendons ces endroits-là salubres, il reste maintenant à la collectivité de s'organiser pour enlever ces ordures et de les amener vers le lieu d'enfouissement. L'ensemble des travaux devront finir au plus tard en mai 2019. La BAD, qui a participé à la visite des chantiers, trouve l'état d'avancement des travaux satisfaisant. Nous marquons notre satisfaction quant à l'exécution des travaux. Parce que comme vous l'avez su bien remarquer, nous sommes à plus de 67%
du taux physique d'exécution pour un taux de décaissement au-delà de 65%. Le rythme des travaux qui se fait actuellement, naturellement, nous ne pouvons qu'être satisfaits. Et ce que nous avons dit et que nous réitérons aussi actuellement, c'est que ces entreprises doivent continuer de maintenir ce rythme-là, l'accélérer au mieux pour permettre à ce que tout ce qui a été prévu soit fait. Ces 14 chantiers s'inscrivent dans le cadre du projet d'assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou et visent la modernisation de la commune. Ouagadougou qui bénéficie de ce projet d'efficacité énergétique, 500 000 ménages burkinabés vont bénéficier d'1 500 000 lampes LED. Le projet de distribution et d'installation de lampes à diode électroluminescence a été lancé hier à Fadangourma, à l'est du pays. L'opération va s'étendre jusqu'en 2019. Environ 7 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'État burkinabé. Roméo Kuita. Fadangourma, chef-lieu de la région de l'Est, situé à environ 230 km de Ouagadougou, la capitale. C'est ici que débute le projet de distribution et d'installation gratuite des 1 500 000 lampes de type LED du ministère en charge de l'énergie. Au total, 500 000 ménages abonnés au réseau de la Sonabel sur le territoire national sont concernés. Noël Natama en est le tout premier bénéficiaire. Il a au total 10 lampes dans sa maison. Avec les 3 lampes offertes, il va devoir en acheter 7 autres. On est en mesure de compléter les restes. Les 7 ampoules, les 7 réglés qui restent, on est en mesure de les remplacer. Chaque fois, les factures viennent chères. Souvent 25 000, 20 000, 25 000. Bon, vraiment, on arrive souvent, il y a des difficultés de payer les factures. Vraiment, avec cette initiative, vraiment, on est vraiment content. C'est l'un des plus grands projets du ministère en charge de l'énergie visant à favoriser l'accès des populations à l'électricité. Mais à quels besoins répond cette initiative? Quels sont ses avantages? Pour les éléments de réponse, le ministre Alpha Oumadissa et ses collaborateurs se sont prêtés aux questions des journalistes au Conseil régional de l'Est. Les lampes à diode électroluminescentes LED garantissent jusqu'à 50% d'économie d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes ordinaires qui représentent 93% du marché. Elles ont une durée d'utilisation minimale de 30 000 heures contre 8 000 heures pour les lampes fluorescentes. De plus, elles demandent 2 fois moins de puissance pour le même niveau donc, de luminosité, durent jusqu'à 5 fois plus longtemps, dégagent moins de chaleur et surtout réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Pour les ménages, l'utilisation des LED à la place des lampes fluorescentes se répercute sur leurs dépenses en faisant baisser les factures d'électricité. L'utilisation des lampes LED va permettre de réduire la consommation énergétique de 20 MW, ce qui devrait permettre à la Sonabel d'économiser 19 milliards de francs CFA qui vont servir d'investissement pour le renforcement de la capacité de production énergétique. Mais en ce qui concerne d'éventuels risques liés à l'utilisation de ces lampes, le ministre se veut rassurant. Pour vérifier que réellement cette technologie a des impacts, il faudrait qu'on aille faire des analyses dans un laboratoire, qu'on fasse sortir des résultats qui prouvent. Mais en attendant ça, est-ce que c'est au Burkina que des voix se sont levées pour le dire? Ou en attendant ça, nous on va dire non, allez, vous dites des pays, à ma connaissance c'est seulement en France. C'est seulement en France, mais je n'ai pas vu d'études de A à Z avec des résultats confirmés qui montrent que cette technologie a des problèmes. Les lampes LED sont déjà disponibles sur le marché. Mais avant la fin de la phase pilote qui s'étend jusqu'en 2019, le gouvernement compte assainir le marché des lampes. Il s'agit d'octroyer des agréments à des commerçants pour l'importation et la commercialisation des lampes LED. L'idée est d'aller progressivement vers l'abandon des lampes fluorescentes jugées énergivores au profit des lampes LED. Plus de 650 milliards de francs CFA, c'est la somme reçue par le gouvernement du Burkina Faso de ses partenaires au développement en 2016. Il y a eu plus de dons que de prêts. Ces chiffres émanent du rapport 2016 de l'aide publique au développement. Le document a été rendu public ce matin. Il précise que la mobilisation des ressources par le Burkina Faso en 2016 reste en légère baisse par rapport à 2015. Les précisions avec Rémi Lambert-Nébier. En 2016, les partenaires au développement du Burkina Faso ont fait plus de dons que de prêts, mentionne le rapport 2016 de l'aide publique au développement. Sur 650,74 milliards de francs CFA reçus des partenaires, plus de 70% ont été octroyés sous forme de dons.
Cependant, les bailleurs de fonds ont été moins généreux qu'en 2015, avec une baisse de 5% des dons en 2016. Quant aux prêts contractés, ils ont haussé de 12,9%. L'aide alimentaire se chiffre à seulement 2,9%, soit environ 19 milliards de francs CFA sur 650,74 milliards de francs CFA reçus des partenaires au développement. Cette aide publique qui a permis au gouvernement de mettre en œuvre ses politiques de développement a été investie dans 5 principaux secteurs. L'analyse sectorielle a montré que c'est le secteur de la gouvernance économique, de l'environnement, de la santé, de la formation et de l'éducation qui ont mobilisé plus de 70% donc de cette aide qui a été mobilisée en plus des appuis budgétaires. La Banque mondiale s'affiche sur la liste des partenaires au développement en 2016 comme la plus grande donatrice mais aussi la plus grande créancière avec une contribution globale de 27,1% dans l'aide publique au développement total. L'Union européenne occupe le 2e rang avec 11,7%. La France est 3e avec 9,9% et le système des Nations Unies 4e avec 8,9%. La masse totale de cette aide publique au développement est également comptabilisée dans la mobilisation des financements attendus au titre du Plan national de développement économique et social PNDS. Sur les 8500 milliards qui ont été annoncés lors de la conférence de la table ronde, vous savez qu'on parle de 18 000 milliards, mais il faut dire que c'est 8 500 milliards qui sont annoncés au titre des partenaires traditionnels. L'autre pensée pour les partenaires privés. Alors, donc sur les 8 000 et quelques, pour ce qui concerne les partenaires traditionnels, nous avons aujourd'hui au 30 novembre pu établir plus de 1700 milliards qui ont déjà été mobilisés et plus de 250 milliards qui sont aussi comme financement ceux qui seront mobilisés. Donc nous pensons que la tendance est appréciable et positive et nous espérons en tout cas que la perspective va se continuer comme ça et nous sommes très optimistes. Pour une amélioration de la mobilisation des ressources, la Direction générale de la coopération, qui est à la base de la publication de ce rapport, recommande entre autres au gouvernement burkinabé d'améliorer son taux de pression fiscale en élargissant l'assiette fiscale, d'élaborer une stratégie de l'épargne des Burkinabés de l'étranger et d'intensifier les mesures sécuritaires. Il inquiète le stress alimentaire annoncé par le ministère de l'Agriculture. Organisations de la société civile, acteurs de la recherche dans le domaine agricole se mettent à la réflexion. L'objectif est bien clair, il s'agit de contribuer par des idées novatrices à l'accroissement de la production. Alex Carole Kabore. Au cœur des échanges entre ces acteurs de la recherche, les organisations de la société civile et le secteur privé, la problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de changement climatique. Réunis ce 27 décembre, ils réfléchissent sur les mécanismes de concertation pour accroître les productions agricoles. Nous avons organisé cet atelier, c'est de réunir les recommandations qui seront faites et de les partager au niveau des producteurs, afin que nos producteurs sachent au niveau de la recherche ce qui se passe au niveau du ministère de l'Agriculture et les acteurs, comment ils travaillent en collaboration et que ces partages-là, ces recommandations soient profitables. Une large diffusion de ces informations, de les recommandations du moins au niveau de nos producteurs. Cet atelier donc va consister à jeter les bases d'une collaboration et donc permettre à tous les acteurs impliqués de pouvoir sortir leurs préoccupations de sorte à ce que ces préoccupations soient adressées à qui de droit, donc aux décideurs pour prise de décision et que véritablement du côté de la recherche, que ces préoccupations qui doivent concourir à l'amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs soient prises en compte, mais aussi du côté des producteurs qu'on puisse prendre en compte leurs besoins spécifiques parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte de changement climatique, donc il faut davantage de produits adaptés à la situation d'aujourd'hui. Le plaidoyer constitue un moyen d'action pour ces acteurs et à travers le programme Voix pour le changement, ces acteurs espèrent changer la donne. Normalement dans les politiques, dans la mise en œuvre des politiques agricoles, on ne pourrait planifier sans prendre en compte les préoccupations des producteurs. Aujourd'hui, les organisations de la société civile sont la voix des producteurs parce qu'elles se sont organisées en groupement, en coopérative,
en fêtière pour pouvoir porter la voix des producteurs. Et donc, maintenant qu'elles se sont organisées, il faut une bonne synergie d'action entre ces producteurs, le ministère en charge de dérouler le développement, les organismes de recherche, de sorte à ce que les produits de recherche puissent être connus par les producteurs, mais aussi que les besoins en produits de recherche soient connus par les chercheurs afin de pouvoir développer des produits adaptés à leur réalité. Au sorti de cet atelier, des recommandations sont faites à l'endroit des partenaires et à l'endroit des ministères en charge de l'agriculture et de la recherche. Entre autres recommandations, créer dans chaque région une équipe de recherche pluridisciplinaire pour résoudre les contraintes agricoles, prendre en compte de façon systématique le conseil de gestion des exploitations agricoles dans les programmes d'activité du ministère en charge de l'agriculture. L'ONG Voix de Femmes toujours au front contre les MGF, les mutilations génitales féminines. Pas question de baisser la garde. Le phénomène à la peau dure pour l'ONG, il faut passer à la vitesse supérieure par l'application pure et dure de la loi. Mireille Douagno. La mutilation génitale féminine reste un problème de santé publique dans bien de pays africains. Le Burkina Faso, même s'il a enregistré une baisse de prévalence de 13,3% chez les moins de 15 ans, est encore plongé dans cette triste réalité. Il faut donc agir et vite. Dans cette longue et exaltante marche vers l'élimination des mutilations génitales féminines, autant nous devons changer, envisager des pistes de perspective dans nos actions en tenant constamment compte du contexte qui est celui du développement de nouvelles formes de la pratique et d'autres problématiques aussi préoccupantes que les mutilations génitales féminines, autant nous devons travailler à susciter une plus grande collaboration et une plus forte implication de toutes les bonnes volontés, car comme le souligne un adage africain, un seul doigt ne peut pas ramasser la farine, seule l'action concertée de tout le monde, acteurs de terrain, personnes, ressources et bonne volonté, peut nous être la clé du succès contre une pratique néfaste comme les mutilations génitales féminines. Pour l'ONG Voix des Femmes, il y a urgence. Il faut prendre des mesures fortes. Toutes les stratégies doivent se mener de front. Autant il faut continuer à sensibiliser parce que lorsque les personnes sont saisies, les pratiquants d'excision sont saisis, la mauvaise foi aidant, ils disent toujours qu'ils n'ont pas l'information, ce qui n'est pas exact. Autant également, il faut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire appliquer les dispositions juridiques existantes pour décourager les récidivistes. Il faut outiller le plus grand nombre de personnes pour en faire des acteurs du terrain, pour en faire des acteurs de changement de comportement. Parce que si on n'a pas la bonne information, si on n'a pas les techniques nécessaires pour passer cette information, je pense que tout ce qui se fait peut être vain. Le passage en revue de la problématique des mutilations génitales féminines et le bilan des réponses au plan national et international ont marqué cette session de renforcement des compétences sur les mutilations génitales féminines. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. À 20h15, le journal en langue nationale Moré avec Amélie Komboïgo. Et puis à 21h, l'actualité sportive avec Luc Pabelgem et Madi Zongo. Vous aurez la liste, en tout cas, des étalons censés représenter donc le pays au prochain championnat d'Afrique des Nations avec l'entraîneur Idrissa Traoré Saboteur. Excellent suite de programme sur notre chaîne. Bonsoir.